Il y a moins de 20 ans, une catastrophe environnementale d'une ampleur insoupçonnée menaçait une île isolée du sud de l'océan austral. Tout avait commencé silencieusement, presque imperceptiblement, une prolifération de rats et de souris. Lorsqu'un bateau de chasseurs de phoques débarqua, il transportait, sans le savoir, de minuscules passagers clandestins qui allaient bouleverser l'équilibre de l'île Macquarie à jamais. Cette île, oubliée du temps, était autrefois un véritable Éden. Située au milieu de nulle part, battue par les vents glacés du sud, elle s'étendait sur 34 kilomètres de paysages sauvages et vierges. Dès leur première exploration en 1810, les scientifiques furent frappés par la richesse de sa faune. De gigantesques éléphants de mer somnolaient sur ses plages, et les cris joyeux des manchots royaux résonnaient jusqu'aux falaises. Mais c'était surtout l'intérieur de l'île qui fascinait. Des prairies denses au haut de herbes ondulantes, des plantes imposantes comme le chou de Macquarie, aussi haut qu'un homme, s'épanouissaient sans entrave. Dans cet environnement protégé, les espèces avaient évolué de manière unique. Sans prédateurs naturels, leur stratégie de survie était rudimentaire, voire inexistante. Les pétrels, par exemple, passaient leur journée en mer et ne revenaient que la nuit pour se réfugier dans des terriers creusés dans la terre meuble. Pendant des générations, cette routine les avait parfaitement protégés, jusqu'à ce que les rats arrivent. Les premiers rongeurs s'étaient introduits discrètement dans les cales des navires. Une fois sur Terre, ils trouvèrent un paradis. Aucun prédateur, une nourriture abondante, des abris naturels. Les équilibres millénaires furent bouleversés en quelques années. Les pétrels furent les premières victimes. Leurs œufs, leurs oisillons, même les adultes endormis devinrent des proies faciles pour les rongeurs affamés. Mais cela n'était qu'un début. Les rats se mirent à tout dévorer. Graines, fruits, fleurs, plantes en germination. Une dévastation silencieuse, implacable, gagnait chaque parcelle de l'île. Les souris, encore plus nombreuses, décimèrent les insectes. Chenilles, larves, coléoptères, même les araignées. Ce fut un effondrement en cascade. Les fils invisibles qui maintenaient l'écosystème de Macquarie se déchiraient un à un. Les chasseurs de phoques, quant à eux, commencèrent à remarquer les effets secondaires. Leurs propres vivres étaient attaqués, leur camp envahi. Il fallait une solution. Celle qui leur vint à l'esprit semblait logique. Introduire des chats pour réguler la population de rongeurs. Mais sur une île où les oiseaux n'avaient jamais craint les prédateurs, les chats découvrirent vite une proie bien plus facile que les rats. Les oiseaux marins, incapables de voler ou de fuir, furent massacrés à un rythme effarant. Les chats chassaient pour survivre, mais aussi pour le plaisir. Chaque année, près de 60 000 oiseaux furent tués. Certaines espèces disparurent avant même d'avoir été officiellement recensées par la science. Le râle de Macquarie, petit oiseau terrestre, s'éteignit. La perruche aux couleurs vives de l'île aussi. Plus de 10 espèces d'oiseaux marins furent rayées de la carte. Et tandis que les chats chassaient les oiseaux, les rats, eux, poursuivaient leur dévastation, hors de tout contrôle. Les plantes disparaissaient, les nids étaient détruits, les insectes exterminés. L'île sombrait peu à peu dans un chaos biologique, mais le pire restait à venir. En 1878, une nouvelle idée bien intentionnée allait empirer la situation. L'introduction de lapins. Le raisonnement était simple, offrir une source de nourriture aux marins naufragés. Sauf que sans prédateurs, les lapins se multiplièrent de manière exponentielle. En 1968, ils étaient plus de 100 000, et ils mangeaient tout. Les prairies, les racines, même les plantes les plus robustes. Des collines entrières commencèrent à s'effondrer. La terre, dénudée de végétation, était à nu. Le sol, privé de racines pour le maintenir, glissait vers la mer. Des coulées de boue s'abattaient sur les plages, ensevelissant les œufs des manchots. Les vents salés s'infiltraient jusque dans les terriers, brûlant les jeunes pousses. Les oiseaux désorientés perdaient leur repère de nidification. À mesure que les plantes s'effaçaient, c'était toute une mémoire vivante de l'île qui s'effaçait avec elles. Chaque strate de l'écosystème entrait en crise. Les insectes, privés d'abri, étaient les premiers à disparaître. Suivirent les reptiles, puis les oiseaux insectivores. Les pluies, jadis bienfaisantes, devenaient destructrices. Sans feuillage pour les freiner, elles lessivaient la terre. En quelques décennies, Macquarie était méconnaissable.
Ce n'était plus une oasis isolée, c'était un avertissement grandeur nature. Et le monde allait bientôt en prendre conscience. En ce début de 20e siècle, l'état de l'île Macquarie suscitait l'inquiétude croissante des naturalistes. Le paysage jadis luxuriant était méconnaissable. Là où dansaient autrefois des prairies denses, il ne restait que des parcelles de terre nues, creusées de galeries et scarifiées par l'érosion. Les lapins étaient devenus les véritables maîtres du territoire. Leur population, inarrêtable, transformait chaque mètre carré en terrain stérile. La végétation, arrachée jusqu'à la racine, laissait le sol sans protection. Des glissements de terrain devenaient fréquents, ravageant les colonies de manchots qui se retrouvaient exposées aux éléments. Le coup le plus dur survint en 2006. Un éboulement massif dans la baie de Lusitania ensevelit des centaines de manchots royaux, pris au piège par des tonnes de terre écroulées. Cette tragédie fit les gros titres et choqua la communauté scientifique. Les images satellitaires montraient des pans entiers de falaises écroulées, des zones entièrement déboisées. La désolation était telle que certains chercheurs la comparaient à un paysage lunaire. Sur d'autres parties de l'île, les effets étaient moins spectaculaires, mais tout aussi dramatiques. Les poussins d'albatros, perchés sur les promontoires, étaient livrés aux prédateurs aériens. Sans végétation pour camoufler leurs nids, ils devenaient des cibles faciles pour les labes et les skuas. Les terriers des pétrels, autrefois profonds et solides, s'effondraient dans une terre friable. Les colonies d'oiseaux s'amenuisaient. Certains couples abandonnaient leur site historique pour chercher un refuge ailleurs, souvent en vain. Les pétrels bleus et gris, par exemple, cessèrent complètement de nicher sur l'île principale. Les scientifiques, de plus en plus nombreux à se rendre sur place, recueillaient des données alarmantes. Le déclin de la biodiversité était partout visible. Même les formes de vie les plus résilientes montraient des signes de recul. 2 variétés d'orchidées endémiques, jadis abondantes, n'existaient plus qu'à l'intérieur de petits enclos protégés. L'herbe à défense, emblème de l'île, ne survivait que dans les replis les plus abrités. Le sol était devenu si instable que même les graines peinaient à germer. Malgré l'éradication progressive des chats débutée en 1985, les rongeurs prospéraient toujours. Les équilibres écologiques s'étaient effondrés. Les chats étaient partis, mais les lapins proliféraient et les rats atteignaient un nombre estimé à plus de 36 000 individus. Les souris, encore plus nombreuses, rongeaient jusqu'à la moelle les rares plantes survivantes. Elles s'attaquaient également aux insectes, détruisant les étapes essentielles de la pollinisation. C'était une spirale négative que plus rien ne semblait pouvoir arrêter. Face à l'ampleur du désastre, l'Australie et la Tasmanie, dont Macquarie dépendait, se résolurent à agir. En 2007, ils lancèrent le projet d'éradication le plus ambitieux jamais tenté contre des espèces invasives. Objectif: éliminer tous les rats, les souris et les lapins de l'île. Aucun compromis. Il ne s'agissait plus de réduire, mais d'anéantir totalement les populations invasives, même au prix de moyens extrêmes. Le budget alloué dépassait les 24 millions de dollars. La première phase fut virologique. Un virus hémorragique mortel spécialement conçu pour les lapins fut introduit à travers des appâts de carottes infectées. L'effet fut foudroyant. En quelques mois, les populations chutèrent à une fraction de leur niveau précédent. Mais cela ne suffisait pas. Puis vint l'assaut aérien. Des hélicoptères larguèrent des tonnes de granulés verts empoisonnés sur toute la surface de l'île. Ce poison, conçu pour cibler les rongeurs et les lagomorphes, était distribué stratégiquement en hiver, période durant laquelle la majorité des oiseaux marins avaient quitté les lieux. Chaque parcelle était cartographiée et les distributions suivies avec une précision militaire. Cependant, l'utilisation de poison entraînait des risques. Les équipes d'intervention durent retirer des milliers de carcasses pour éviter l'empoisonnement secondaire des charognards. Les opérations épuisantes et dangereuses durèrent plusieurs mois. Des scientifiques et des volontaires ratissèrent chaque mètre carré à la recherche du moindre cadavre. Mais la vraie menace était invisible. Un survivant pouvait ruiner tous les efforts. C'est pourquoi la phase finale fit appel à une unité d'élite, les chiens de détection. 12 chiens soigneusement sélectionnés furent entraînés pour repérer la moindre trace de rongeur ou de lapin. Ces spécialistes pouvaient flairer une excrétion de rat vieille de plusieurs jours ou détecter un terrier à travers plusieurs mètres de végétation. Guidés par leur maître, les chiens parcoururent l'île de fond en comble. Rien n'était laissé au hasard.
Falaises, grottes, zones marécageuses, tout était inspecté. Leur présence, aussi silencieuse qu'efficace, renforçait l'espoir d'une victoire. Mais l'île restait vaste, sauvage et imprévisible. Le moindre oubli pouvait tout compromettre. L'avenir de McCory reposait sur leur flair, leur discipline et leur persévérance. Et tandis que les scientifiques retenaient leur souffle, une course contre le temps s'engageait dans l'un des derniers sanctuaires du vivant. En 2011, 4 ans après le début du plan d'éradication, les efforts humains atteignirent leur paroxysme. Les chiens de détection, infatigables, sillonnaient l'île McCory dans des conditions extrêmes. Les vents glacés fouettaient leur pelage épais, la boue collait à leurs pattes robustes, mais ils continuaient. Chaque détection, chaque signal était pris au sérieux. C'était une véritable traque, une chasse au dernier souffle. Le territoire sauvage et impitoyable semblait défier quiconque tentait de le reconquérir. Mais la détermination était plus forte que l'adversité. Wags, un labrador noir à l'œil vif, dirigeait l'une des équipes les plus performantes. Accompagné de sa maîtresse Melissa H. Houghton, il réussit à découvrir une famille entière de lapins tapis dans une anfractuosité rocheuse, au cœur d'une vallée oubliée. Cette trouvaille prouvait que malgré des mois d'opération, la tâche était loin d'être terminée. Il suffisait d'un seul couple reproducteur pour tout recommencer. Cette menace silencieuse força les autorités à redoubler de précautions. Suite à cette découverte, les autorités renforcèrent encore les patrouilles. De nouveaux chiens furent envoyés et les zones précédemment marquées comme saines furent à nouveau passées au peigne fin. Les équipes travaillaient par roulement jour et nuit. Chaque sentier, chaque recoin de falaise, chaque repli de terrain fut inspecté. On installa également des capteurs et des caméras thermiques. Rien n'était laissé au hasard. À ce stade, l'échec n'était plus envisageable. Au fil des mois, les détections se firent plus rares. Certains chiens, après des milliers d'heures de recherche, n'avaient plus rien signalé depuis des semaines. Pourtant, l'ordre était clair. Ne pas crier victoire trop tôt. Le souvenir de la lente déréliction de McCory hantait encore les esprits. L'île avait trop souffert pour qu'on se permette un faux pas. C'était une lutte contre l'invisible, une bataille de chaque instant où l'erreur n'avait pas sa place. En 2013, aucun signe de rongeur ou de lapin n'avait été relevé depuis plus de 12 mois. Mais l'équipe scientifique exigea 2 ans complets sans la moindre détection pour déclarer l'île exempte. Ce n'est que le 8 avril 2014 que la nouvelle tomba. McCory était officiellement libéré de toute espèce invasive. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, l'île retrouvait un semblant de paix. Une clameur de joie parcourut les équipes. Le succès était total, historique et mérité. Ce jour-là, Melissa Houghton versa des larmes en regardant Wags s'ébattre librement sur les hauteurs balayées par les vents. C'était la fin d'un combat, mais aussi le début d'une renaissance. Car très vite, les premiers signes de récupération apparurent, comme un miracle discret. Des graines enfouies depuis des décennies se mirent à germer. Là où régnait le sol nu, de jeunes pousses perçant timidement. Les prairies reprenaient une vie, les collines se teintaient de vert, les ruisseaux retrouvaient leur limpidité. Des herbes à défense surgirent à nouveau, atteignant parfois des hauteurs impressionnantes. Les méga-herbes, si caractéristiques de l'île, redressaient leurs hampes feuillues. Dans certaines zones, le paysage verdissait d'année en année. Les scientifiques observaient ébahis ce que la nature était capable de faire quand on cessait de la contraindre. Mais ce fut le retour des oiseaux qui bouleversa les observateurs. Les pétrels à tête blanche, disparus depuis les années 2000, réapparurent. Des pétrels bleus et gris commencèrent à reconstituer des colonies. Le silence était rompu par les chants retrouvés. Les nids se multipliaient, parfois dans les mêmes terriers effondrés des décennies précédentes. Cette reprise créa un effet boule de neige. Les oiseaux, en ramenant des nutriments par leur fiente, enrichissaient le sol, ce qui favorisait la végétation. La végétation, à son tour, offrait un abri meilleur aux oiseaux. Ainsi, l'équilibre se reconstruisait, étape par étape. Une boucle de régénération était enclenchée, fluide, naturelle, inarrêtable. Melissa choisit de rester sur l'île, devenant naturaliste à plein temps. Elle observait chaque pousse, chaque envolée, chaque transformation. D'autres scientifiques la rejoignirent. McCory était redevenu un laboratoire vivant, un symbole de persévérance et de résilience. Les années passèrent et avec elles, la preuve indéniable que la nature,
quand on lui en donne la chance, trouve le chemin du retour. Les courbes de population d'oiseaux grimpaient, les variétés de plantes se diversifiaient, la vie à nouveau vibrait. Pourtant, tout restait fragile. Il fallait redoubler de vigilance. Des protocoles de biosécurité furent mis en place. Chaque navire, chaque sac, chaque cargaison était inspecté. Des chiens fouillaient les embarcations avant tout accostage. La leçon était ancrée. Il suffisait d'une seule erreur pour tout perdre à nouveau. Mais pour l'heure, l'île McCrory renaissait. Et cette renaissance était sans doute la plus belle victoire que la conservation ait jamais connue. Une victoire arrachée au chaos, patiemment, opiniâtrement, par ceux qui avaient refusé d'abandonner. 10 ans après que l'île McCrory fut déclarée exempte de tout parasite, les scientifiques revinrent sur place pour évaluer les résultats à long terme. Ce qu'ils découvrirent dépassa toutes les espérances. Non seulement la nature s'était rétablie, mais elle avait prospéré d'une manière que personne n'aurait cru possible. McCrory, autrefois qualifié de joli pâturage en ruine, était redevenu une jungle de vie exubérante, un sanctuaire vibrillonnant de couleurs et de mouvements. Les grandes herbes à défense, jadis disparues, dominaient à nouveau le paysage. Hautes de plus de 2 mètres, elles formaient des couloirs où les chercheurs devaient se frayer un chemin à la machette. Les orchidées rares, qui n'avaient survécu que dans des clôtures expérimentales, s'épanouissaient maintenant librement, se multipliant à chaque saison, portées par le vent et les insectes. L'herbe Hupertia australiana, autrefois au bord de l'extinction, tapissait aujourd'hui les flancs des collines, s'infiltrant dans les moindres recoins. Mais c'était dans les airs que le changement était le plus saisissant. Les colonies d'oiseaux marins étaient florissantes. Les albatros, les squasses, les labs, mais surtout les pétrels et les manchots royaux, nichaient en masse sur les plateaux végétalisés. Les chants et les cris, les battements d'ailes formaient une symphonie continue, qui couvrait le fracas des vagues et redonnait une voix à cette île longtemps meurtrie. Les oiseaux n'étaient pas seulement revenus, ils s'étaient réapproprié le territoire. Les données récoltées étaient stupéfiantes. Certaines espèces connaissaient des taux de croissance de 10% par an. Les zones qui avaient été les plus touchées par les lapins étaient maintenant parmi les plus densément repeuplées. Les satellites montraient que la biomasse végétale de l'île était plus élevée qu'elle ne l'avait été depuis 150 ans. Une résilience écologique que peu d'écosystèmes terrestres étaient capables de démontrer. Un exemple vivant de renaissance à l'échelle planétaire. Les tunnels des manchots, longs sentiers creusés dans les hautes herbes, serpentaient comme des veines vivantes à travers la végétation. On y trouvait même des structures enchevêtrées, patiemment entretenues par les oiseaux eux-mêmes. Le sol, enrichi par les déjections, était noir, gras, fertile. Un cycle de vie autonome s'était rétabli. Partout, la terre respirait à nouveau. L'île était redevenue une usine naturelle d'équilibre et de croissance. Pour autant, personne n'était dupe. Cet équilibre restait fragile. Le souvenir des années de chaos restait présent. C'est pourquoi la biosécurité de McCrory était aujourd'hui d'un niveau quasi militaire. Chaque cargaison, chaque sac à dos, chaque repli de tissu était inspecté. Des chiens spécialement entraînés réalisaient des fouilles systématiques avant d'autoriser le débarquement. Aucun compromis n'était permis. L'accès à l'île était strictement limité aux chercheurs et aux personnels habilités. Des panneaux avertissaient « Un seul rat, un seul lapin peut détruire tout ce que vous voyez ici ». Melissa Houghton, qui vivait désormais à demeure dans une station d'observation écologique, était devenue une figure mythique. Les enfants écologistes en herbe apprenaient son nom comme celui d'une héroïne. Elle était la mémoire vivante de ce combat, celle qui avait tout vu, tout traversé. Sa journée commençait avant l'aube et se terminait tard dans la nuit, ponctuée d'observations minutieuses, de rapports, de prélèvements, de veilles constantes. Elle était le cœur de McCrory, le dernier rempart contre l'oubli. Parfois, elle s'asseyait seule face à l'océan, les ruines d'anciens nids à ses pieds, regardant les éléphants de mer jouer dans les vagues. Elle pensait à Wags, à l'équipe, à ceux qui avaient cru en ce rêve. La nature avait payé le prix fort, mais elle était revenue. Ce retour lent, imparfait, mais tenace prouvait que tout n'était pas perdu. Chaque cri d'oiseau, chaque souffle d'herbe était une victoire. Aujourd'hui encore, le message de McCrory circule dans le monde. Dans les écoles, les conférences, les campagnes,
On raconte l'histoire d'une île presque détruite, que l'homme, avec courage et patience, a ramenée à la vie. Car Macquarie n'est pas qu'un récit d'écologie. C'est un symbole, celui de ce qu'il reste à sauver si l'on refuse de renoncer. Un pacte silencieux entre l'homme et la nature, scellé par le vent.